Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, Oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur. Et donc là, on va aborder le deuxième chapitre. Oui. Donc on va aborder le deuxième chapitre sur la politique de change, hein. On va voir justement comment les pays se font pour gagner la bataille de la compétitivité. Donc je disais que la bataille acharnée en matière de lutte pour s'accaparer la grosse part du marché, hein, donc fait que les pays en fait cherchent à rendre leur économie compétitive le plus compétitive possible. Et donc on va voir qu'à travers la politique de change, surtout ce qu'on appelle la, la dévaluation, donc il y a moyen de donner un coup de pouce aux produits nationaux pour être compétitifs par rapport aux produits étrangers. Donc, premier point, on va essayer de définir ce qu'on appelle la politique de change à travers le taux de change. Qu'est-ce que ça veut dire un taux de change pour vous? La valeur de la monnaie nationale par rapport aux monnaies étrangères. Ah, très bien. C'est une réponse simple, mais qui résume tout. C'est-à-dire que c'est... C'est le prix d'une monnaie, hein, oui, donc par C'est le rapport prix à d'une une monnaie monnaie. par rapport. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la première réponse me convient totalement. C'est-à-dire que combien, par exemple, si je calcule, je résume le taux de change de l'économie enfin de la monnaie marocaine le dira par rapport à l'euro, je peux dire que par exemple un euro vaut à peu près, enfin, selon les mois et les jours, à peu près 11, entre 10 et 11 dirhams marocains. Donc en fait, le taux de change d'une monnaie, ça mesure le nombre d'unités qui permet d'acquérir en notre devise. Alors, comment justement la valeur de cette monnaie, ce taux de change, influe sur la compétitivité d'une économie? Comment la valeur de la monnaie nationale impacte la compétitivité des produits nationaux? Oui, Quelle est la question, monsieur? je reprends comment le taux de change, comment la valeur d'une monnaie peut avoir un effet sur la compétitivité de l'économie. Monsieur, Oui, Monsieur, allez-y. monsieur, on peut se procurer des biens ou services d'un pays Mhm. avec,
avec moins d'argent qu'un autre. Non, mais c'est quoi le rapport avec la compétitivité de l'économie et des produits nationaux? Monsieur, Oui, allez-y. monsieur, lorsqu'on procède à une politique d'évaluation, les produits nationaux deviennent moins chers Oui, dans le marché international. oui. Et ce qui rend ces derniers plus compétitifs dans ce marché. Voilà, très bien. C'est-à-dire que la valeur de la monnaie influence sur hein, la compétitivité d'un produit dans la mesure si, comme vous avez dit, je recours à une dévaluation. Si, par exemple, demain, on décide de dévaluer, de baisser la valeur du dirham, donc ça veut dire que tout simplement, les produits marocains seront perçus moins chers hein, de la part du consommateur étranger. C'est-à-dire que sur le marché étranger, les produits marocains, après la dévaluation, seront moins chers que les autres produits, ou au moins seront moins chers par rapport au passé, c'est-à-dire avant la dévaluation. Oui, il y a une question? Monsieur, Oui, allez-y. oui, la Chine, c'est l'exemple parfait de cette politique. Il y a par exemple les États-Unis et l'Union européenne donc, essayent de prétendre que la monnaie chinoise est sous-évaluée, donc est dévaluée, donc sous-évaluée. Ben, les Chinois disent que non. Mais on va voir justement que la réponse à votre question n'est pas tranchée, c'est-à-dire que il y a dans la littérature économique, hein, dans la recherche, les travaux de recherche, ils mettent en avant l'avantage que procure la dévaluation, mais il y a d'autres qui disent qu'en fait, actuellement, que la compétitivité n'est pas liée au prix, donc ce n'est pas lié à des facteurs pécuniaires, ce n'est pas lié à la haute taux de change, donc ce n'est pas lié à la dévaluation, mais qui est lié à d'autres éléments, comme par exemple la qualité, la préférence des consommateurs. C'est-à-dire que au sein de la pensée économique, ben donc, la réponse n'est pas unanime, c'est-à-dire certains disent que oui, donc la dévaluation affecte avantageusement la compétitivité d'une économie, et d'autres ils disent que non, c'est-à-dire qu'actuellement, on va dire que la compétitivité ne dépend pas des facteurs économiques, hein, des facteurs monétaires, donc ce n'est pas lié au taux de change, ce n'est pas lié à la monnaie et à la dévaluation, mais lié à d'autres éléments. On va y venir tout à l'heure. Donc voilà, très bien, c'est-à-dire que justement, on pourrait recourir à une dévaluation pour avantager les produits étrangers parce qu'ils deviendront moins chers et du coup, en fait, on pourra augmenter les exportations grâce à une dévaluation. Donc là, en fait, on est toujours dans les définitions, donc on va aller pas par pas. Donc voilà, donc une dévaluation peut profiter et donner un ballon d'oxygène à court terme sur l'économie, mais on va voir que ce n'est pas évident et il faut réunir un certain nombre de conditions pour que ça soit bénéfique, une dévaluation aux exportations, au commerce extérieur. Mais surtout par la suite, on va essayer de voir comment justement une politique de dévaluation peut être profitable et quelles sont les conditions à réunir pour que ça serait le cas. Donc, alors, les formes de la politique de change. Donc, il y a deux manières de manipuler la monnaie et le taux de change, hein, le pouvoir d'achat d'une monnaie par rapport aux autres monnaies. C'est que soit on peut faire une dévaluation, c'est-à-dire baisser la valeur de la monnaie, soit faire une réévaluation, c'est-à-dire augmenter la valeur, le taux de change de cette monnaie. On va voir que la réévaluation, c'est une pratique qui n'est pas du tout courante. C'est très, très, très rare, voire exceptionnel qu'un État pratique une réévaluation, c'est-à-dire cherche à augmenter la valeur de sa monnaie, que, en revanche, la dévaluation, c'est une politique, c'est une stratégie qui est fréquemment utilisée par les États pour encourager le commerce extérieur. Et donc là, d'évaluation, donc on va essayer d'être précis sur les concepts parce que c'est très important. Sinon, il pourrait y avoir certaines confusions entre les termes et entre les concepts. Une dévaluation,
c'est un abaissement de la parité de la monnaie, c'est un abaissement du taux de change de la monnaie dans le cadre d'un régime de change fixe. On va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire un régime de change fixe. Et surtout, c'est une décision souveraine, c'est un choix libre pris par les autorités monétaires de la monnaie en question. Donc, d'évaluation, donc on parle de dévaluation. Il faut que ce soit dans le cadre de régime de change fixe. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire régime de change fixe. Et surtout, il faut comprendre que c'est une décision libre, propre, qui émane des autorités monétaires de l'État, du pays concerné. C'est-à-dire que, par exemple, Banque Maghreb peut décider de dévaluer le dirham. Donc, c'est un choix libre, souverain et volontaire. Monsieur, Oui, allez-y. est-ce que la libéralisation du dirham conduit à sa dépréciation? On n'est pas encore là, c'est-à-dire que ce qu'on a fait depuis 2018, c'est-à-dire que au lieu de passer, mais justement ce que j'étais en train d'expliquer, d'un régime de change fixe, qui fut le cas avant 2018 au Maroc, on était dans un régime de change fixe, mais 100% fixe. Oui. Attendez, j'ai des gens qui sont dans cette attente. À un régime de change flottant. C'est-à-dire qu'on a commencé par une fourchette, c'est-à-dire qu'on a libéré 3% en 2018, puis là, en mars dernier, on a augmenté la fourchette de flottement de la monnaie, mais on va voir ça vers la fin de ce chapitre, que ça n'a pas affecté à la baisse la valeur du dirham. C'est-à-dire que depuis 2018, c'est-à-dire que si je compare le taux de change du dirham par rapport au dollar américain, ben ces dernières semaines, ben le Maroc, le dirham marocain s'est apprécié par rapport au dollar. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la valeur du dirham par rapport au dollar. Bon, on va voir qu'il y a d'autres mécanismes qui déterminent à la fois le taux de change dans un régime de change fixe et dans un régime de change flottant. Mais déjà, en fait, on va commencer par définir un régime de change fixe. C'est lorsque le taux de change d'une monnaie est fixe et déterminé par la Banque centrale en indexant la monnaie en question par rapport à une devise ou un panier de devises. Donc, en fait, c'est les États, c'est les banques centrales des États librement qui choisissent d'opter pour un régime de change fixe. C'est comme le cas, par exemple, avant 2018. Même là, maintenant, on est encore dans un régime qui se rapproche beaucoup au régime de change fixe qu'au régime de change flottant. Donc, la dévaluation n'est possible que dans un régime de change fixe, c'est-à-dire que c'est la Banque centrale qui décide de manipuler, de baisser la valeur, enfin, le taux de change de la monnaie en question. Monsieur, oui, allez-y. S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris le régime de change fixe. Le régime de change fixe, c'est-à-dire que chaque État décide librement de définir, d'indexer sa monnaie par rapport à une devise donnée ou à un panier de devises ou à dollar, etc. C'est-à-dire que vous décidez que, par exemple, je prends l'exemple concret du Maroc, c'est-à-dire que la valeur du dirham est définie à hauteur de 60% de la valeur du dollar, de l'euro et à 40% de la valeur du dollar. Donc, c'est un choix pris par l'autorité marocaine qui est Banque Maghreb. Monsieur? Oui. Oui, allez-y. Monsieur, est-ce que la Banque centrale a ce droit de choisir ce régime sans recourir à une réunion avec le gouvernement ou peut-être le ministère concerné? Selon les cas, ça dépend des cas. Par exemple, là, depuis 2008, le Maroc a choisi entre parenthèses, ce n'était pas un choix libre, etc. La Banque centrale, par exemple, la Banque centrale marocaine est totalement indépendante de l'autorité gouvernementale. C'est-à-dire que Wali Banque Maghreb, selon les statuts et en vertu des statuts de Banque Maghreb, ne dépend pas du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas dicter à Wali Banque Maghreb la politique monétaire à mettre en place. Donc, il y a une indépendance de la Banque centrale. Si je parle du cas marocain, c'est aussi vrai pour la Banque centrale européenne. C'est-à-dire que, par exemple, le président français n'intervient pas pour définir la politique monétaire ou la politique de change.
définie par la Banque centrale européenne. D'ailleurs, en fait, le directeur de la Banque centrale européenne est nominé par la Commission européenne et il n'a pas à rendre compte au président, que ce soit le président français, la chancelière allemande ou n'importe quel autre président. Et d'ailleurs, la Banque centrale et le directeur de la Banque centrale européenne est vivement critiqué par le président français. Donc, ça montre que c'est une autorité, c'est une entité totalement autonome du pouvoir gouvernemental, ce qui est le cas aussi au Maroc. Wali Bank Maghreb définit et met en place la politique monétaire sans l'intervention du chef de gouvernement ou du ministre de l'économie et des finances. C'est vrai, donc il y a des discussions, mais en fait, les statuts, selon les statuts de Banque Maghreb, donc Banque Maghreb, c'est une institution qui est autonome des autorités gouvernementales. C'est clair? Merci, monsieur. Ok. Oui, monsieur, merci. Avant, ce n'était pas le cas, mais comme j'ai dit, depuis 2008, on a justement inséré dans les statuts que Banque Maghreb est une institution autonome et indépendante de l'autorité gouvernementale. Le gouvernement n'a pas à dicter à Banque Maghreb qu'est-ce qu'il doit faire, quelle politique monétaire doit mener. Donc là, je reviens au régime de change fixe. Donc ça veut dire que c'est les autorités monétaires, là c'est l'État, parce que la Banque centrale finalement appartient à un État, donc c'est elle qui définit, le taux de change de sa monnaie en l'indexant à un panier de devises ou à une devise. C'est un choix souverain et libre. Notre régime, donc il y a ce qu'on appelle le régime de change fixe, mais il y a de l'autre côté un régime de change flottant ou flexible, flottant. Donc c'est à l'inverse, c'est-à-dire que il n'y a pas d'intervention des autorités, n'importe quelle autorité ou une autorité quelconque dans la définition des taux de change, mais c'est selon l'offre et de la demande, le taux de change dépend du marché d'échange. C'est-à-dire que par exemple, le dollar américain, en principe, n'est pas, son taux de change n'est pas défini par le directeur de la Banque fédérale américaine. Donc pourquoi? Parce qu'eux, ils ont opté par un régime de change flottant, c'est-à-dire que la valeur de la monnaie est fonction de l'offre et de la demande de cette monnaie sur le marché d'échange. Donc il y a deux formes de ce régime de change flottant. Il y a ce qu'on appelle le régime de change flottant pur, donc c'est totalement le marché qui en décide de la valeur de la monnaie, mais il y a aussi un autre régime, pas loin, ce qu'on appelle un régime de flottement administré, c'est-à-dire que c'est le cas par exemple de la Chine et de la monnaie chinoise, le yuan. C'est que la Banque centrale laisse la liberté au marché, c'est-à-dire que c'est la valeur de yuan est déterminée par le marché, mais, et c'est ça la différence par rapport à un régime de change flottant, la Banque centrale, les autorités chinoises ont toujours la possibilité de redéfinir leur taux de change. C'est-à-dire une fois que, par exemple, la valeur de yuan devient plus importante, donc la Banque centrale peut intervenir pour ramener le taux de change à une valeur souhaitée. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement libre, mais c'est-à-dire que l'autorité garde le droit de réviser, de revoir la valeur de change. Lorsque, par exemple, il y a une augmentation importante et conséquente de la monnaie chinoise, la Chine intervient justement pour ramener la valeur du yuan à une valeur jugée acceptable par la Chine. Donc, c'est pour cela, en fait, les pays européens et les États-Unis, en fait, critiquent le gouvernement chinois et les autorités chinoises. Ils disent que le yuan est sous-évalué, mais justement parce qu'eux, ils ont opté pour ce régime de change flottant, mais administré. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Okay. Oui, monsieur. Alors, donc, on revient à la dévaluation. Donc là, justement, parce qu'on a insisté sur les concepts, à ne pas confondre, dévaluation et dépréciation. Donc la dévaluation, c'est un choix volontaire et délibéré, c'est-à-dire que c'est l'autorité monétaire dans un régime de change fixe qui décide de baisser la valeur de sa monnaie, ce qu'on appelle dévaluation. Mais il y a aussi dépréciation. Dépréciation, en fait, c'est lorsque la valeur de la monnaie en question baisse, mais on est dans un régime de change flottant. Donc c'est l'offre et la demande qui fait que la valeur de cette monnaie baisse, comme par exemple la dépréciation constatée du dollar ces dernières
ces dernières semaines, c'est une dépréciation. On ne peut pas parler de dévaluation. Donc, dévaluation, c'est on est dans un régime de change fixe et c'est un choix de politique monétaire volontaire. C'est un choix effectué par les autorités monétaires en question. Alors, dépréciation, c'est une baisse induite par la loi de l'offre et de la demande. Ça suppose qu'on est dans un régime de change flottant. C'est clair? Et pourquoi alors dit-on que la dévaluation, un gouvernement, enfin une autorité monétaire peut décider de dévaluer sa monnaie? Justement, c'est justement pour rendre ses exportations moins chères et c'est pour donner un coup de pouce au commerce extérieur, c'est-à-dire pour encourager les exportations, pour donner la force aux exportations de devenir compétitives sur le marché. Même pour encourager le tourisme. Pardon? Oui, j'ai pas entendu. Pour encourager le tourisme. Oui, c'est-à-dire que la dévaluation, ça porte essentiellement sur la politique commerciale, c'est-à-dire encourager les exportations, mais elle a d'autres impacts, c'est-à-dire qu'une dévaluation, ça peut encourager le tourisme international, c'est-à-dire que le fait de la baisse de la valeur de la monnaie, donc ça donne beaucoup plus de pouvoir d'achat aux touristes étrangers, donc ils préfèrent de venir chez vous qu'aller ailleurs. Pourquoi? Parce que cette dévaluation va augmenter leur pouvoir d'achat. Au lieu, lorsqu'ils vont faire la conversion, par exemple, de l'euro ou du dollar contre le dirham, ils auront un pouvoir d'achat beaucoup plus important grâce à la dévaluation. Donc, ça concerne aussi le tourisme, donc ça concerne les exportations essentiellement, le tourisme, mais aussi ce qu'on appelle les EDE, les investissements directs étrangers, ça les encourage aussi parce qu'en fait, vous devenez en fait plus attractif. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire la conversion, on aura beaucoup plus de monnaie nationale, etc. etc. Donc, ça porte sur les exportations, mais ça concerne aussi le tourisme et les EDE. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? On avance bien? Oui, monsieur. J'ai une question. Oui, allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'on peut avoir une dévaluation dans un régime de change flottant administré? Déjà, en fait, le régime de change flottant administré, c'est une sorte de dévaluation un peu déguisée. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a toujours moyen que le gouvernement ou la Banque centrale intervient pour ramener c'est souvent dans le sens de baisser la valeur de la monnaie, donc c'est aussi une dévaluation, mais qui ne porte pas son nom. Hein? Donc c'est pour cela on dit que le régime de change flottant administré, c'est à mi-chemin entre le régime de change fixe et le régime de change flottant. D'accord, monsieur, merci. Okay. Donc justement cette dévaluation, donc ça permet de rendre les produits nationaux plus compétitifs sur les marchés étrangers, mais c'est aussi un autre impact, ça fait renchérir les importations. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on va dévaluer, donc nos exportations deviennent moins chères, mais nos importations deviennent plus onéreuses, plus chères. Donc, c'est aussi un avantage. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a augmentation des importations, on pourrait croire que le consommateur national, il va être dissuadé, hein, donc il ne va plus acheter ces produits importés parce que tout simplement plus cher, et du coup, il pourra s'orienter vers l'achat des produits nationaux. Hein? Donc, il y a un effet sur les exportations. Ça booste les exportations parce que ça les rend moins chères et donc plus compétitives. C'est aussi un effet positif sur les importations. Donc, ça les renchérir et du coup, ça dissuade le consommateur national à les acheter, ces produits étrangers, et donc potentiellement préférer des produits nationaux. C'est aussi un effet encourageant pour le tourisme international, c'est-à-dire que les touristes, ils vont constater qu'ils auront un pouvoir d'achat beaucoup plus important avec la dévaluation, ils vont venir chez vous. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi c'est vrai pour les EDE, les investissements étrangers directs. Mais, donc, une dévaluation n'a pas que des avantages, ça provoque aussi des effets indésirables. Hein? Donc, la dévaluation engendre une augmentation des valeurs importées, surtout lorsque ces produits importés ne sont pas substituables. Ça veut dire qu'on ne pourra pas les produire localement. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends un exemple, le pétrole et les équipements, le Maroc, s'il va dévaluer, malheureusement, donc il va… Les cours vont augmenter. Pardon?
les cours vont augmenter. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous allez pas, si vous baissez, je prends un exemple un peu fictif, la valeur du dirham de moitié, de 50%, ben, ça veut dire que lorsque vous allez payer les importations du pétrole et du gaz, vous allez tout simplement doubler votre facture énergétique. Et pourquoi? Parce que le fait que ça devient plus cher et qui ne sont pas des produits qu'on peut substituer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les produire localement. Le pétrole, on n'a pas de pétrole, donc on n'a pas de pétrole, donc on ne peut pas le produire, on ne peut pas l'inventer. Donc en fait, ça va faire que grimper la facture énergétique. Donc, donc ce renchérissement des produits importés est préjudiciable lorsqu'il s'agit des produits qu'on ne peut pas substituer, qu'on est obligé de les acheter de l'extérieur. C'est vrai pour les énergies, surtout le pétrole et le gaz, comme le cas du Maroc, et aussi pour ce qu'on appelle les équipements, les machines, etc. On ne pourra pas les produire localement. Donc, lorsqu'on va l'évaluer, on devra les payer plus cher que dans le passé. Donc, c'est un effet indésirable, c'est un effet négatif pour l'économie. Donc, ça fait que aggraver et détériorer la balance commerciale. Donc, on a cherché à redresser la balance commerciale en augmentant les exportations, mais aussi il y a un risque de détériorer, d'aggraver le déficit commercial dans la mesure où les importations coûteront plus cher. Il y a aussi un autre effet indésirable sur la dette nationale, qui est souvent labellée en devise. Lorsque vous allez dévaluer, donc vous allez payer plus cher votre dette nationale à cause de la dévaluation. Donc voilà, grosso modo, donc une dévaluation peut provoquer des effets positifs, hein, augmenter les exportations, réduire les importations en dissuadant le consommateur national à acheter ses produits et préférer les produits nationaux qui deviennent moins chers. Ça encourage le tourisme et les EDE, mais en revanche, ça a un effet négatif sur la balance commerciale, hein, l'augmentation de la facture des importations et aussi en fait l'augmentation de la dette publique. C'est clair? Monsieur, Oui? Oui, je vous écoute. j'ai une question. Est-ce que ces deux effets positifs et négatifs sont les mêmes pour les deux régimes? C'est-à-dire, si on est dans un régime flottant, on aura les mêmes Non, non, justement, il points fallait faire favorables. attention. D'évaluation, lorsque je parle d'évaluation, ça je l'ai dit au départ, d'évaluation, ça suppose qu'on est dans un régime de change fixe. Ah oui, d'accord. Mais cela dit, même on va voir qu'il y a lorsqu'on est dans un régime de change flottant, on parle de dépréciation. Il faut faire attention au concept. Donc, d'évaluation, ça veut dire que c'est une décision prise volontairement par la Banque centrale. Hein. La Banque centrale marocaine, par exemple, on est dans un régime de change fixe. On peut décider de baisser la valeur du dirham, donc d'évaluer le dirham, donc justement pour avoir ces effets-là. Mais on va voir aussi que même dans le régime de change flottant, il y a manière non pas à dévaluer parce que c'est un terme inapproprié, mais il y a moyen à faire baisser, à déprécier la valeur de la monnaie. On va voir ça tout à l'heure. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est clair, monsieur. Ok. Donc, réévaluation, j'ai dit que tout à l'heure, c'est l'inverse d'une dévaluation, c'est-à-dire que c'est l'autorité monétaire en question qui décide d'augmenter le taux de change de sa monnaie. Bah, c'est une pratique vraiment très rare, pas du tout fréquente, c'est vraiment exception. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun effet positif, c'est-à-dire que normalement on dévalue pour pouvoir exporter plus, mais donc si on va faire l'inverse, ça veut dire qu'on est en train de casser notre commerce extérieur. Lorsqu'on va augmenter la valeur de notre monnaie, ça veut dire que nos exportations coûteront plus cher, de plus en plus cher aux consommateurs étrangers, et du coup celui-là, il va les délaisser pour acheter d'autres produits moins chers. Donc en fait, c'est pour cela la réévaluation est une décision, c'est une stratégie qui n'est pas du tout courante actuellement. Oui? Il y a une question? Alors, donc c'est pour cela on va se focaliser sur la dévaluation.
Donc, alors, quel est l'impact de la dévaluation sur une économie? Donc, on va voir qu'il y a des effets qui concernent le court terme, mais il y a d'autres qui concernent le long terme. Alors, donc, on va se mettre dans le cas de figure un peu fictif. Si demain, par exemple, on suppose que demain, la Banque centrale marocaine décide de baisser, de dévaluer le dirham, c'est-à-dire baisser le taux de change du dirham, quelles sont les conséquences issues de cette décision? Dans ce cas de figure où, à supposer que Banque Maghreb demain va décider d'évaluer le dirham, qu'est-ce qui se passe sur le court terme? Qu'est-ce qui se passe dans les jours, les semaines, les quelques semaines qui viennent? Je vous écoute. On va découvrir que dans les stations de gaz, Oui. le prix du gasoil ou bien l'essence va augmenter. Ah, ça c'est indéniablement, c'est-à-dire que par exemple, si on va dévaluer demain et vendredi, on va acheter du pétrole, donc ça c'est sûr que ça va se répercuter sur les prix de l'essence et du gasoil, donc il y a une augmentation importante, conséquente selon le degré de la dévaluation, vous avez raison. D'autres conséquences? L'augmentation de la consommation des produits marocains par rapport aux produits étrangers. On va voir que ce n'est pas vrai sur le court terme, c'est-à-dire que le consommateur national n'a pas encore eu le temps de constater que ces produits étrangers se sont renchéris. Et du coup, en fait, c'est vrai ce que vous avez dit, mais uniquement sur le moyen et long terme. Donc, mais sur le court terme, donc, il y a une augmentation de la facture des importations, ça c'est net. Il y a aussi un autre effet sur les exportations. Oui. Monsieur, l'augmentation des subventions sur les produits premiers, de matières premières. Non, pas, enfin, aucun rapport. Monsieur? Oui. Oui, allez-y. C'est le cas d'une personne qui a un compte dans une banque, un compte en devise. Oui. Il aura son solde qui va diminuer. Non, au contraire. Ben, oui, il va augmenter, le solde va augmenter. Pourquoi? Parce que là, c'est la valeur du dirham a baissé, ça veut dire que forcément, il aura beaucoup plus de dirham à convertir ses devises, ses euros ou ses dollars en dirham. Il aura beaucoup plus de dirham après la dévaluation. Non, mais concernant les exportations, c'est-à-dire que sur le court terme, donc la valeur des exportations va baisser. C'est-à-dire qu'on a baissé la valeur de notre monnaie nationale. Lorsqu'on va exporter, ben, ça va nous rapporter moins en valeur. C'est-à-dire que la valeur de nos exportations va diminuer suite à la baisse de la valeur de notre monnaie. Donc, sur le court terme, donc les conséquences et l'impact de la dévaluation, elle est négatif et contre-productif pour l'économie, pour les deux raisons qu'on a citées. C'est-à-dire que la valeur des importations va augmenter, ben, les produits importés deviennent plus chers après la dévaluation. Et donc là, comme j'ai dit à votre camarade, le consommateur local ne réduit pas automatiquement et immédiatement ses achats des produits étrangers. Donc ça, c'est mauvais pour l'économie nationale. Et deuxième point négatif, c'est que nos exportations vont baisser, la valeur de nos exportations va baisser et donc on aura moins de devises après la dévaluation. Donc, globalement, sur un court terme, c'est-à-dire après quelques jours, quelques semaines de la dévaluation, voilà les conséquences d'une telle politique, c'est qu'on aura moins de devises et on aura des produits importés plus chers. Donc, c'est un bilan négatif et contre-productif. Ça, sur le court terme. Mais sur le long terme, on pourrait commencer à récolter les fruits de la dévaluation. Donc, à moyen et à long terme, donc voilà, on pourra avoir des effets positifs. C'est que le fait de baisser la valeur de notre monnaie nationale, ça va faire augmenter le volume des exportations, c'est-à-dire la quantité des produits exportés du fait de la dévaluation. Donc, ces produits deviennent moins chers et du coup, on pourra augmenter la quantité des produits exportés. Et donc, l'augmentation de la quantité, il peut
supplanter, il peut compenser la baisse des prix de la valeur des exportations. Hein? C'est-à-dire qu'on vend moins cher, donc c'est mauvais, mais du fait qu'on va vendre beaucoup, largement beaucoup, donc on pourra améliorer la valeur des exportations. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Oui, monsieur, mais pour le Maroc, je ne pense pas que c'est bénéfique. On n'est pas un pays très exportateur. On va voir justement, on va voir le cas précis du Maroc. On va parler de tous les éléments concernant une éventuelle politique de dévaluation au Maroc, hein, tout à l'heure. Mais vous avez raison. D'accord, monsieur. Donc là, premier point positif sur le long terme, le moyen et long terme, c'est-à-dire qu'on pourra augmenter la quantité exportée et du coup, en fait, tirer profit de la dévaluation, mais aussi, on pourra diminuer les importations, donc les produits étrangers devenus plus chers qu'avant la dévaluation, et du coup, en fait, le consommateur local pourra procéder à une substitution des produits étrangers importés, hein, par des produits nationaux, des produits localement produits, hein, des biens produits par les entreprises nationales. Et du coup, en fait, ça va améliorer, ça va diminuer les importations et du coup, augmenter les exportations, diminuer les importations. Donc, ça veut dire qu'on a redressé, on a amélioré la balance commerciale. Et du fait qu'on va augmenter nos exportations, et on va en même temps diminuer les importations, donc ça signifie que notre balance commerciale va se redresser. On va améliorer le solde de la balance commerciale. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous suivez? Oui, monsieur. OK. Donc, finalement, une dévaluation peut avoir justement des effets positifs sur le commerce extérieur et sur une économie globalement lorsque cette dévaluation porte réellement ses fruits. Sauf qu'on va voir juste après que le succès d'une dévaluation dépend de la réalisation de nombreuses conditions. Hein, c'est-à-dire que le succès d'une dévaluation n'est pas automatiquement garanti, mais cela dépend de la réalisation de plusieurs éléments. Et on va essayer de citer ces éléments. Donc, la première de ces conditions à satisfaire pour tirer les fruits d'une dévaluation, c'est que l'économie nationale doit être capable d'augmenter sa production. Donc, on dévalue pour vendre plus. C'est vrai, que nos produits deviennent moins chers. Le consommateur étranger en demande plus, parce que c'est plus compétitif, etc. Donc, il faut que les entreprises nationales soient capables d'augmenter sa production justement pour répondre à l'augmentation de la demande exprimée par le consommateur étranger suite à la dévaluation. C'est-à-dire, si vous allez dévaluer, sachant que vous avez des capacités de production très réduites, c'est-à-dire que les entreprises nationales ne sont pas capables de répondre présentes par l'augmentation de la production, donc ça ne sert à rien de faire une dévaluation. C'est-à-dire que vous serez incapable de satisfaire le surplus de la consommation qui vous sera adressé par le consommateur étranger. Ça, c'est d'une part. En plus, il faut une autre condition toujours dans le même sens. Il ne faut pas que les entreprises nationales répondent à l'augmentation de la demande exprimée par le consommateur étranger par l'augmentation des prix. Que selon la loi de l'offre et de la demande, lorsque la demande augmente, le prix a tendance à augmenter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les entreprises marocaines cherchent à profiter de cette aubaine qui est l'augmentation de la demande étrangère en cherchant à augmenter les produits des biens exportés. Sinon, ça va diminuer, ça va effacer même l'effet de la dévaluation. Est-ce que ce point est clair? Oui, monsieur. Okay. Oui, monsieur. Donc, ça c'est première condition. Deuxième condition, hein, on a dit qu'on cherche deux objectifs, augmenter les exportations, mais aussi réduire les importations. Donc la dévaluation va renchérir les importations,
le prix des importations, mais il faut que les entreprises nationales soient aussi capables de substituer les produits autrefois importés. C'est-à-dire que le consommateur trouve que ces produits étrangers sont plus chers que dans le passé, c'est-à-dire avant la dévaluation. Mais si les entreprises nationales ne sont pas capables de répondre aux besoins de ce consommateur en produisant des produits de substitution, des produits nationaux de substitution, ça n'a aucun effet, c'est-à-dire que le consommateur sera toujours obligé d'acheter le produit étranger. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas son similaire sur le marché national. Et du coup, en fait, la valeur des importations restera élevée. C'est clair? Oui, merci. Ok, monsieur. Donc, troisième condition, donc on va voir qu'il faut un cumul de conditions pour que une politique de dévaluation ait un succès, qu'à la fin, c'est-à-dire qu'on dirait que ça n'a aucune chance d'aboutir à une politique de dévaluation. Troisième condition, donc il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des effets de rétorsion, des représailles de la part des pays partenaires et des pays concurrents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque moi je dévalue pour être compétitif, c'est-à-dire que je cherche à battre mes concurrents. Hein? Mais mes concurrents, ils sont aussi malins que moi, ils vont faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils peuvent recourir à une dévaluation. Que c'est au départ, c'est-à-dire avant la dévaluation, j'étais moins avantagé. Après la dévaluation, je deviens plus avantagé, mais les autres, ils vont faire pareil, c'est-à-dire eux, à leur tour, ils vont dévaluer. Donc, ce qu'on appelle des mesures de rétorsion, des représailles. Et du coup, en fait, ma dévaluation à moi serait anéantie par la dévaluation des autres. Et du coup, c'est comme on reprend le point de départ. C'est clair? Et c'est vrai, par exemple, c'est-à-dire qu'à travers l'histoire économique, c'est-à-dire que dans les années 80, ça c'était vraiment un fait saillant sur le marché de l'automobile. C'était les pays européens, il y avait la France, l'Allemagne et l'Italie. Parmi les grands producteurs et exportateurs, bon, déjà j'accepte quelqu'un qui est dans la salle. Donc, ces pays-là, parmi les grands exportateurs de voitures dans le monde, dans les années 80, ils se faisaient la concurrence à travers la dévaluation. C'est-à-dire que la France, pour gagner des parts de marché supplémentaires, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dévaluaient le franc français. Les Allemands répliquent, ils font la même chose, ils dévaluent à leur tour le marque allemand. Les Italiens, à leur tour, ils dévaluent leur monnaie. Et du coup, en fait, c'était en fait une guerre sans fin, c'est-à-dire à chaque fois un pays en fait dévalue, les autres font la même chose. Et du coup, en fait, c'est comme une escalade à la dévaluation. Et c'est pour la raison pour laquelle les pays européens se sont mis d'accord, ils n'avaient pas le choix de définir et d'avoir et d'adopter la même monnaie. C'est-à-dire que l'euro, la monnaie adoptée dans les années 2000, au début de l'année 2000, c'est vraiment une réaction à ces politiques de dévaluation pratiquées dans les années 80 par les pays européens. C'est ce qu'on appelle des effets de rétorsion. Moi, je dévalue, le concurrent fait la même chose. Donc, il rétorque à ma décision par une autre dévaluation. C'est clair? Oui, monsieur. Okay. Autre condition, il faut aussi éviter de l'inflation importée. Donc, la dévaluation, pour qu'il soit une réussite, il ne faut pas que ça se transforme par une inflation galopante. C'est-à-dire que lorsqu'on va dévaluer, je parlais tout à l'heure des énergies, comme par exemple le cas du Maroc, on importe presque plus de 95%, 93% de nos besoins énergétiques, pétrole et gaz et des équipements. Si on va dévaluer, ça veut dire qu'on va payer plus cher le gaz, le pétrole et les équipements, les machines, etc. Donc, chose qui va avoir un effet négatif sur les coûts de production pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on cherche à dévaluer pour booster les exportations, mais en même temps, c'est-à-dire que ça peut engendrer un effet contraire, c'est-à-dire que la flambée des produits importés va avoir un effet sur l'augmentation des coûts de production des entreprises nationales. Et du coup, en fait, la dévaluation se trouve
anéanti par l'augmentation des coûts de production des entreprises nationales. C'est-à-dire qu'on cherche à dévaluer pour vendre moins cher, mais le fait qu'on aura des coûts de production qui vont augmenter à cause du renchérissement des importations, donc ça va annuler totalement l'effet gagné de la dévaluation. Donc voilà, grosso modo, c'est L'inflation par les coûts. Hein. Pardon? C'est l'inflation par les coûts. Oui, l'inflation par les coûts, parce que par exemple, pour les entreprises, le pétrole, le gaz, les équipements, ce sont des dépenses de production. Matières premières. Voilà, matières premières et l'outil de production, c'est-à-dire que les entreprises, pour le transport et faire tourner les machines, ils ont besoin du pétrole et du gaz. Ils ont aussi besoin d'acheter des machines, etc., pour produire. Et du coup, en fait, lorsqu'ils vont acheter ces derniers avec des prix plus élevés avant la dévaluation, ben c'est sûr que ça va se répercuter sur leur coût de production. Leur coût de production vont augmenter après la dévaluation. Et du coup, c'est comme on a effacé l'effet bénéfique engendré par la dévaluation. Et donc là, voilà, globalement, c'est-à-dire que la dévaluation, c'est-à-dire que il y a vraiment il faut un concours de circonstances favorables pour que ce soit un net succès. C'est-à-dire que généralement, c'est pas garanti la réussite, le succès d'une dévaluation. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui, je vous écoute. monsieur, pour les pays qui ont une économie qui est très forte, est-ce qu'ils optent pour la dévaluation ou pas? Non, par exemple, la plupart de ces pays-là, en fait, ils sont déjà dans un régime de change flottant. Hein, donc, que ce soit le dollar, le yen, l'euro, en fait, ce sont ils ne sont pas dans la dévaluation, mais ils peuvent en fait déprécier. On va voir ça par la suite, c'est-à-dire que ce n'est pas une dévaluation. Hein, ils peuvent déprécier, c'est-à-dire baisser la valeur indirectement de leur monnaie, justement, pour booster les exportations. Ben, les Américains le font, par exemple. Mais ce n'est pas une dévaluation. D'accord. Okay. Alors, donc, justement, je poserai la question concernant une dévaluation. Serait-elle bénéfique pour l'économie marocaine? Bon, lorsqu'il y a des gens, surtout certaines entreprises, certains chefs d'entreprise, ils réclament aux autorités monétaires justement de baisser la valeur du dirham, c'est-à-dire de dévaluer, hein, pour booster les exportations. Et du coup, en fait, là, c'est les défenseurs de la dévaluation, ben, ils exposent un certain nombre de raisonnements, d'arguments en faveur de la dévaluation. Ah, surtout, en fait, c'est les exportateurs, les entreprises exportatrices. Certaines d'entre elles sont pour la dévaluation. Ils disent que une dévaluation pourra booster l'offre exportable du Maroc. Surtout, en fait, ces dernières années, hein, le Maroc a perdu des parts de marché importantes en faveur de certains pays, la Turquie et l'Égypte essentiellement, hein, qui ont constaté une baisse importante de leur monnaie. Je vous donnerai un exemple. Sur le marché des agrumes, le Maroc était le principal exportateur pour l'Union européenne. Hein? Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que l'Égypte, un pays en fait dont la monnaie a perdu plus de 60% de sa valeur ces 3 dernières années, l'Égypte, par exemple, concurrence et prend des parts de marché des agrumes marocains, surtout en Europe. Pourquoi? Parce que tout simplement, la monnaie égyptienne, la livre égyptienne, a perdu plus de 60% de sa valeur ces 3 dernières années. Et du coup, en fait, ces produits, les agrumes, c'est les clémentines, les mandarines, etc. Donc, les mandarines et les clémentines égyptiens sont moins chers sur le marché européen que les agrumes, les clémentines et les mandarines marocaines. Et du coup, en fait, ils gagnent des parts de marché aux dépens du Maroc. Et d'ailleurs, en fait, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a même, par exemple, dans certains d'autres produits agricoles, par exemple, l'haricot blanc, il y a de l'haricot blanc importé d'Égypte, hein, qui coûte moins cher que l'haricot marocain. Donc, il y a en fait un effet de la baisse, de la dépréciation de la monnaie égyptienne.
Et je pense qu'on l'a déjà cité l'année dernière. Donc, le Maroc a une balance commerciale déficitaire par rapport à l'Égypte. Ben, tout simplement, c'est parce que la monnaie égyptienne a perdu beaucoup de sa valeur. Et du coup, en fait, les produits égyptiens sont plus compétitifs, tout simplement parce que moins chers que les produits marocains en raison de cette baisse, de cette dépréciation de la livre égyptienne. Et du coup, là, c'est pour cela que ces entreprises réclament à ce que la Banque centrale marocaine opère une dévaluation du dirham. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on a perdu des parts de marché, des marchés qu'on avait au profit de ces pays-là, l'Égypte et la Turquie, justement. Pourquoi? Parce que ce sont deux monnaies qui ont perdu beaucoup de leur valeur ces dernières années. Autre argument en faveur de la dévaluation, c'est-à-dire qu'un dirham fort, c'est-à-dire un dirham selon la valeur actuelle, ben, qui est jugé fort par ces gens-là, donc en fait, encourage toujours les importations et les importateurs. Pourquoi? Parce qu'ils auront toujours un pouvoir d'achat beaucoup plus important. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, certains produits qui concernent tous les segments de l'économie sont bien vendus au Maroc. Pourquoi? Parce que la valeur du dirham est assez forte. Autre argument, c'est que aussi le dirham, un fort, la valeur jugée fort, c'est aussi un inconvénient, un obstacle à l'attractivité des EBE et des transferts des Marocains résidant à l'étranger. C'est-à-dire qu'une baisse, un abaissement de la valeur du dirham pourrait attirer plus de capitaux étrangers, donc plus d'investissements, et ça encourage beaucoup plus de touristes étrangers, et ça encourage beaucoup plus de Marocains résidant à l'étranger d'envoyer leur argent au Maroc. Mais sauf que les autorités monétaires ne sont pas de cet avis. La preuve, ils n'ont pas répondu d'accord avec cette revendication de de dévaluer le dirham tout simplement. Pourquoi? Parce que, pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure, ils disent que le Maroc, c'est un pays grand importateur, donc une dévaluation aura un effet désastreux sur la valeur des importations. Et surtout, en fait, les autorités monétaires, ils craignent une flambée des prix et donc, en fait, la colère des consommateurs marocains. Parce que, en fait, au Maroc, c'est-à-dire que la plupart des produits consommés, ce sont des produits importés. Si vous faites vos courses, surtout dans les grandes villes, la plupart des produits, ce sont des produits étrangers. Donc, en fait, une dévaluation provoquerait un renchérissement des prix et du coup, en fait, on risque de provoquer la colère du consommateur. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité des produits sont importés. Donc, et même il y a d'autres exportateurs qui sont beaucoup plus clairvoyants. Ils disent qu'une dévaluation, ça serait bien, ça serait souhaitable, mais ils sont vraiment raisonnables. Ils disent que ce n'est pas la condition suffisante justement pour booster les exportations du Maroc. C'est-à-dire que ce n'est pas la dévaluation qui va avoir un effet magique sur les exportations du Maroc. Pourquoi? Parce que, objectivement, ils disent que les exportations marocaines souffrent de beaucoup de problèmes. Donc, c'est le problème des entreprises marocaines qui ont des coûts de production très élevés, surtout les coûts de l'énergie et les coûts salariaux, les coûts du travail, et les jugés très, très, très exorbitants au Maroc. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à exporter, ce n'est pas à cause de la monnaie, ce n'est pas à cause de la valeur du dirham, mais c'est parce qu'on a des problèmes structuraux liés aux coûts de production, les coûts de l'énergie et les coûts de la main-d'œuvre qui sont jugés très, très, très élevés. Et du coup, en fait, une dévaluation peut-être aura un effet éphémère, positif, mais à long terme ne changera rien, tout simplement parce que le secteur des exportations souffre de problèmes d'ordre structurel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur.
Mais même au-delà des pays en développement et du Maroc, on va voir que c'est la réponse de tout à l'heure. Donc, il y a même entre les économistes une dévaluation, hein, n'a pas vraiment un effet sur les exportations. On va voir ça par la suite. Donc, c'est-à-dire que des études empiriques, donc il y a pas mal de travaux portés sur le commerce extérieur, des économies appartenant au G7, hein, le groupe G7. On a expliqué la dernière fois ce que c'est. C'est les économies les plus puissantes, c'est les États-Unis, le Japon, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Italie. Et les pays du BRIC, le BRIC, vous savez ce que ça veut dire? Non, monsieur. C'est les pays émergents, les principaux pays émergents. B pour le Brésil, R pour la... Je vous écoute, R pour... B, Brésil, R, un pays émergent. République. Non, il n'y a pas de république, c'est pour la Russie. I pour L'Indonésie, monsieur. l'Inde tout court. Et C pour La Chine. La pour la Chine. Chine. Voilà. Donc, il y a en fait il y a deux appellations, ce qu'on appelle les pays du BRIC, les quatre. C'est le Brésil, c'est les principaux pays émergents. Le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Parfois, on ajoute le S, le BRICS, hein, en ajoutant l'Afrique du Sud. Hein. Mais donc, voilà, donc peu importe. Donc, c'est-à-dire que des études portées sur le commerce extérieur de ces puissances du commerce international, parce que finalement, si on regroupe le commerce international de ces pays-là, c'est l'essentiel du commerce mondial. Hein, le G7, les États-Unis, le Japon, et si on ajoute les pays émergents, la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil, c'est plus de 80% du commerce international. Donc, selon ces études, c'est des études économétriques, hein, à travers des données de panel, ils ont montré que les parts de marché et les exportations ne dépendent pas des facteurs pécuniaires. Ça veut dire que le taux de change n'a aucun effet ou un effet minime sur les parts de marché, sur les exportations. Mais ce qui détermine la compétitivité, hein, ce sont les goûts des consommateurs et la qualité des produits. C'est-à-dire que votre capacité à exporter ne dépendra pas, sinon très peu, de votre monnaie nationale, mais il dépend des autres facteurs, ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. Il y a ce qu'on appelle la compétitivité prix, hein, c'est-à-dire que la compétitivité liée au prix, mais il y a aussi ce qu'on appelle la compétitivité hors prix, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé, qu'il n'est pas déterminé par le prix. Et donc, selon ces études-là, c'est-à-dire qu'une dévaluation n'a qu'un effet vraiment très, très minime et marginal sur l'augmentation des parts de marché. Pourquoi? Parce que pour eux, la compétitivité et la conquête des parts de marché dépendent beaucoup plus des facteurs non pécuniaires, c'est-à-dire pas des facteurs non monétaires, mais des facteurs liés à la qualité et les goûts du consommateur. Donc finalement, selon les conclusions de ces travaux, il ne faut pas trop s'attarder sur la dévaluation, sur la dépréciation de la monnaie. Ça n'explique qu'une part infime justement de la compétitivité des économies. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Donc, Oui, monsieur. et c'est vrai là, enfin, je pense qu'on va l'aborder par la suite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire, par exemple, au Maroc. Déjà, en fait, dans l'histoire récente, dans les années 90, le Maroc a opéré une dévaluation, mais ça n'a pas du tout, en fait, amélioré significativement sa balance commerciale. Comme on l'a vu dans le cours de l'économie marocaine, notre balance commerciale est très, très, très déficitaire depuis toujours. C'est-à-dire que même cette dévaluation entreprise au début des années 90 n'avait aucun effet, presque aucun effet sur le redressement de la balance commerciale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper de dire que en réduisant la valeur de notre monnaie, on va augmenter nos exportations parce que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, parce que le déficit des exportations est dû à des facteurs structurels, donc à l'organisation des entreprises, au coût de production, beaucoup plus qu'à la valeur de la monnaie marocaine. Alors, donc là, on a parlé de la dévaluation.
mais aussi dans le régime de change flottant, hein, c'est-à-dire que indirectement, les autorités monétaires peuvent provoquer une dépréciation de leur monnaie nationale. C'est-à-dire que les États-Unis, hein, ils peuvent, même s'ils sont dans un régime de change flottant, ils peuvent influencer indirectement la valeur du dollar. Hein. Donc, à travers plusieurs instruments. Donc, on a cité la dernière fois ce qu'on appelle les réserves de change, mais il y a aussi ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt directeur, il peut, donc la Banque centrale, dans un régime de change flottant, comme par exemple la Banque fédérale américaine, donc il peut manipuler le taux de change du dollar en jouant sur le taux d'intérêt directeur. Comment est-ce possible selon vous? Vous avez une idée? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, je me demande comment la Banque centrale peut manipuler, c'est-à-dire peuvent ajuster, varier le taux de change de sa monnaie dans un régime de change flottant à travers le taux d'intérêt. Ces dernières semaines, depuis la crise de la Covid-19, le dollar ne cesse la valeur du dollar ne cesse de baisser. Cette baisse est induite justement par une manipulation des taux d'intérêt directeurs, c'est-à-dire que la Banque fédérale américaine a baissé considérablement le taux d'intérêt directeur, chose qui peut avoir comme effet direct, c'est que en fait, les investisseurs, du fait de la diminution de ce taux d'intérêt, ils vont délaisser les bons de trésor et les obligations américaines. Hein? Pourquoi? Parce que ça va rapporter moins, parce que les taux d'intérêt sont bas. Et du coup, en fait, ça va faire baisser la demande sur le dollar américain, donc sur la monnaie américaine, et du coup, faire baisser le taux de change. Vous savez ce que ça veut dire le taux d'intérêt directeur? Parce que vous n'avez pas fait de cours d'économie monétaire et du coup, parfois... Hein, oui ou non? C'est le taux fixé par la banque centrale aux banques commerciales. Voilà, très bien. Non seulement il est fixé, c'est-à-dire que les banques commerciales, souvent, lorsqu'ils sont en manque de liquidité, ils s'adressent à la banque centrale pour avoir des prêts. Hein? Et selon le niveau de ce taux d'intérêt directeur est dicté par la banque centrale, il peut être élevé ou bas. Donc, le taux d'intérêt demandé par les banques, il est en corrélation nette avec ce taux d'intérêt directeur. Hein, c'est clair? Donc, lorsque le taux d'intérêt directeur est bas, ça veut dire que lorsque, par exemple, donc les banques commerciales, les établissements de crédit, donc ils vont baisser aussi leur taux d'intérêt. Hein, mais surtout, en fait, sur le marché financier, lorsque, par exemple, il y a des obligations ou des bons de trésor émis par l'État, forcément, le taux d'intérêt proposé serait bas aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dépend, même le taux d'intérêt des obligations et des bons de trésor, il est lié justement à ce niveau des taux d'intérêt directeur. Et lorsque ce taux est bas, donc forcément, la rémunération des placements est basse aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une proportionnalité entre le taux d'intérêt directeur et les taux demandés pour les rémunérations des obligations et des bons de trésor. Et du coup, en fait, les investisseurs, pas intéressés par des taux d'intérêt très très bas, donc ils ne vont pas souscrire ces bons de trésor ou ces obligations émises par l'État, et du coup, ça fait baisser la demande sur la monnaie nationale, et du coup, ça fait baisser le taux de change. Donc voilà comment, dans un régime de change flottant, la Banque centrale peut manipuler le taux de change de sa monnaie à travers des éléments, des moyens indirects comme le taux d'intérêt directeur. C'est clair? Oui, monsieur. Ok, donc il y a d'autres instruments, comme ça on l'a expliqué la dernière fois, les réserves de change, c'est-à-dire que la Banque centrale, pour baisser
déprécier sa monnaie, il peut recourir à l'achat des devises étrangères contre la monnaie nationale, donc chose qui augmente l'offre de la monnaie nationale et du coup, ça se traduit par une baisse, une dépréciation de la monnaie nationale. La Chine recourt justement à cette technique, les réserves de change, aidées par des entreprises chinoises exportatrices, donc disposant d'une quantité importante de devises étrangères. Donc la Banque centrale, pour garder le taux de change de la monnaie chinoise, ben, il décide d'acheter ces devises étrangères contre la monnaie nationale et du coup, ben, le taux de change du yuan se réduit. Il y a aussi l'inflation. Donc l'inflation, c'est lorsque vous avez un taux d'inflation très très élevé, ben, ça veut dire que les investisseurs étrangers ne vont plus venir justement pour souscrire vos obligations et vos actifs, tout simplement parce que vous avez un niveau d'inflation non maîtrisé. Donc, ils risquent de perdre leur investissement à cause de l'inflation. Et du coup, l'inflation, c'est un autre élément qui peut avoir un effet sur la dépréciation d'une monnaie. Donc, voilà grosso modo comment, dans un régime de change flottant, on peut avoir un effet indirect sur le taux de change d'une monnaie dans le cadre d'un régime de change flottant. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Okay. Alors, donc, pour conclure, donc, la politique de change, la dévaluation, la dépréciation de la monnaie, ce qu'on appelle la manipulation des taux de change, que ce soit dans un régime de change flottant ou dans un régime de change fixe, c'est un privilège accordé uniquement aux puissances économiques, ce qu'on appelle les pays disposant d'une monnaie refuge. C'est les États-Unis, c'est l'Union européenne, c'est le Japon, hein, c'est la Grande-Bretagne, parce que ce sont des puissances économiques. Donc, c'est eux qui ont cette latitude, cette liberté justement à agir sur le taux de change, justement dans une politique de relance des exportations. Les pays en développement, la plupart d'entre eux se sont engagés dans un régime de change fixe. Et du coup, en fait, ils ont une marge de manœuvre très, très réduite. Pire encore, c'est-à-dire que, par exemple, au Maroc, on est dans un régime de change fixe, mais malheureusement, c'est-à-dire que on aurait croire que notre monnaie, notre taux de change reste plus ou moins stable par rapport aux devises sur lesquelles elle est indexée. Mais on va voir que ce n'est pas le cas. Et en plus, c'est-à-dire que même le taux de change dépend beaucoup plus de la volatilité du dollar et de l'euro que des décisions prises par Banque Maghreb. En principe, on est dans un régime de change fixe, c'est-à-dire que la volatilité, la variation de taux de change doit être décrétée par l'autorité monétaire. Or, même au Maroc, on n'est pas dans ce cas de figure parce qu'on va voir que la valeur de notre monnaie est beaucoup plus influencée, déterminée par la variation des dollars et de l'euro que par les décisions émanant de la Banque centrale. Par exemple, ces dernières semaines, le dirham sa valeur ne cesse de s'apprécier par rapport au dollar, c'est-à-dire que la baisse des dollars engendre forcément une appréciation du dirham marocain. Le dirham s'apprécie par rapport au dollar et se déprécie par rapport à l'euro. Et ça, c'est vraiment très paradoxal, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de crise, de crise sanitaire et économique. C'est-à-dire qu'en principe, une monnaie comme le dirham devrait, si ce n'est pas se déprécier, au moins garder son niveau, on va voir que le dirham s'apprécie par rapport au dollar. C'est-à-dire que autant où on a une baisse importante de nos secteurs qui rapportent le plus de devises, le tourisme il est à l'arrêt, donc on devait avoir plus de rentrée de devises possible parce que c'est un touriste, c'est la deuxième source de devises. Elle est à l'arrêt, elle est paralysée. Donc, la baisse des transferts des Marocains résidant à l'étranger, elle est en berne. Il y a aussi une baisse importante des exportations, surtout des exportations des secteurs clés comme l'automobile. Et pourtant, on a une augmentation de la valeur du dirham par rapport au dollar. Donc, c'est une situation très, très paradoxale.
quelle est l'origine de cette instabilité de change pour le dirham? C'est que les autorités marocaines ont ont indexé le dirham à hauteur de 60% de la valeur de l'euro et à 40% du dollar. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas fait de dévaluation, mais la valeur, notre taux de change, la valeur de notre monnaie dépend beaucoup plus des autres, c'est-à-dire dépend beaucoup plus de la politique monétaire américaine, de ce que fait la Banque fédérale américaine, de la Banque centrale européenne, beaucoup plus par rapport à notre économie nationale. Et même lorsque on a décrété la fourchette de flottement, c'est-à-dire qu'on a commencé en 2018, 2% et puis 3%, donc ça n'a pas vraiment, donc ce passage à un régime de flottement à courte fourchette, hein, ben la valeur du dirham est beaucoup plus déterminée par les fluctuations, par le flottement de dollars et de l'euro. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, Donc, monsieur. voilà, c'est-à-dire que Oui, oui. c'est-à-dire qu'on est dans un régime de change fixe, mais en fait, là, notre monnaie subit les aléas, hein, les yo-yo, hein, du dollar et de l'euro. C'est-à-dire que, par exemple, heureusement, c'est-à-dire que le principal partenaire, ce n'est pas nos produits importés, surtout le pétrole, il est indexé en dollars. Du coup, en fait, c'est un peu bénéfique, c'est un effet un peu bénéfique pour l'économie marocaine. C'est comme on paye un peu le pétrole moins cher. Hein, pourquoi? Parce qu'on le paye en dollars et le dollar s'est déprécié par rapport au dirham. Mais c'est mauvais, par exemple, pour les exportations marocaines envers l'Union européenne. Pourquoi? Parce que non, c'est avantageux par rapport à l'Union européenne parce qu'en fait, leur monnaie c'est apprécié par rapport à la nôtre et du coup, c'est un effet positif pour nos exportations. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des Oui, questions? monsieur. Oui, oui. Oui, monsieur. Non, il n'y a pas de question. Ok, donc justement une information par rapport au contrôle. Donc, je vais voir par rapport à l'administration, par rapport à ceux qui sont... enfin bref, ça je dirai à la fin. C'est-à-dire que vous devez avoir un contrôle continu. Hein, il portera uniquement sur la première partie. Hein, donc, les deux derniers chapitres, celui qu'on vient de faire aujourd'hui et le chapitre précédent sur le régime le système monétaire international ne sont pas inclus dans le programme hein, du contrôle. Donc, le contrôle portera uniquement sur la première partie. Ben, on va le faire en présentiel. Ben, je vais voir selon parce que les listes ne sont pas encore disponibles pour savoir ceux qui ont choisi le présentiel et le distanciel. Donc, préparez-vous. Probablement, il y a des fortes chances que ce soit la semaine prochaine. Parce que je vais voir avec l'administration pour avoir les listes des groupes, etc. et essayer de se renseigner par rapport à ce régime de présentiel, distanciel, comment les choses vont se passer. Mais bon, donc l'information d'aujourd'hui, c'est que votre contrôle portera sur la première partie. S'il y a d'autres informations, je vais vous les communiquer à travers votre délégué. Donc, pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est bon? Oui, monsieur. Merci. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Au revoir.